Je m'appelle Alex. J'ai 28 ans, et j'étais le genre de personne qui plaquait tout pour la famille. Je croyais au fait de rester soudé, d'être présent, de faire des efforts supplémentaires quand quelqu'un qu'on aimait était en difficulté. C'est cette conviction qui m'a poussé à payer le loyer de mon jeune frère Matt pendant plus d'un an, 14 mois pour être exact. Et voici l'histoire de la façon dont cette loyauté m'a été jetée au visage, comment il m'a dit que je ne faisais pas assez partie de la famille pour être à son mariage, et comment j'ai finalement craqué. Tout a commencé, comme la plupart des histoires de drames familiaux, avec de bonnes intentions. Matt a 25 ans et, honnêtement, il a toujours été le chouchou, le charmant, le drôle, le genre de mec qui n'a pas encore trouvé sa voie. Nos parents ont toujours eu un faible pour lui. De mon côté, j'ai toujours été le responsable, celui qui avait un travail stable, celui qui ne s'attirait jamais d'ennui, celui qui gérait les choses tranquillement. Ça ne me dérangeait pas vraiment en grandissant. Je me disais que c'est comme ça, que les familles fonctionnent, tu trouves ta place, et tu t'y tiens. Il y a environ 1 an et demi, Matt m'a appelé à l'improviste. Sa voix tremblait, ses mots étaient précipités. Frérot, je vais être expulsé. Il a dit ça sans bonjour, sans comment ça va. Il avait encore perdu son boulot dans un bar et ne pouvait pas payer son loyer. Il a dit qu'il avait postulé à plein d'endroits et que quelque chose allait arriver d'un jour à l'autre. J'ai soupiré, mais j'ai accepté d'aider. Je n'ai même pas hésité. La première fois, je lui ai envoyé la somme totale. Je lui ai dit de garder la tête haute, que les choses s'arrangeraient. Mais les choses ne se sont pas arrangées. 1 mois est devenu 2, puis 3. Chaque fois que je posais des questions sur sa recherche d'emploi, il avait une excuse. Il n'avait pas été rappelé. Le manager était un idiot. Les horaires étaient mauvais. Et chaque mois, j'ai continué à payer. Certains mois, il me rendait quelques dollars avec un merci, mec, mais la plupart du temps, c'était le silence radio. J'ai compté 1875 dollars par mois. Chaque mois, pendant 14 mois, plus de 12 000 dollars. J'ai commencé à remarquer des choses, aussi. Il ne semblait jamais aussi désespéré. Il postait des photos sur Instagram en train de boire avec ses amis, à des concerts, lors de petits week-ends avec sa copine. Quand je l'interrogeais là-dessus, il riait. Détends-toi, mec. Je n'utilise pas l'argent du loyer pour ça. Sarah a payé le voyage. Ou mon pote avait des tickets gratuits. Je voulais le croire. Je voulais croire que je ne me faisais pas utiliser, mais au fond de moi, un nœud se formait. Puis est arrivée la nouvelle du mariage. Il m'a appelé un soir, vibrant d'excitation. Mec, j'ai demandé Sarah en mariage. On se marie à l'automne. Waouh! Félicitations, ai-je dit, et je le pensais vraiment. C'est génial. Je suis heureux pour vous. Oui, ça va être incroyable. On pense le faire dans ce vignoble à Somerset. Vraiment classe, tu vois. J'ai ri. Ça a l'air cher. Il a marqué une pause. Ouais, enfin, les parents de Sarah aident beaucoup, et on veut garder ça assez petit. Quelque chose dans sa façon de dire ça m'a frappé. Attends, petit. Genre comment petit? Il a encore hésité. Genre la famille proche et les amis intimes. Je suis ton frère, ai-je dit en riant à moitié. Je suis censé faire partie de la famille proche. Il est devenu silencieux. Puis, d'une voix plus plate que je ne lui en ai jamais entendue, il a dit, on pensait inviter seulement maman et papa. On ne veut pas trop de monde. Sarah a une grande famille, et tu sais, on veut garder un équilibre. J'ai cligné des yeux. Tu ne m'invites pas? C'est pas comme ça, a-t-il dit rapidement. C'est juste que Sarah veut garder ça intime. Pas d'offense, mec, mais on n'a pas vraiment été proches ces derniers temps. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pas proche? J'ai payé ton loyer pendant plus d'un an. Ouais, et j'apprécie ça. Mais allez, Alex, tu as toujours été un peu, je sais pas, tu ne corresponds pas vraiment à l'ambiance avec Sarah. Tu ne fais pas vraiment partie de cette partie de ma vie, cette partie de sa vie. Je suis resté là, en silence, stupéfait. Je n'arrivais même pas à répondre. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir, et j'ai raccroché. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. J'ai essayé de me dire qu'il ne le pensait pas, qu'il était peu, être juste stressé, ou que Sarah poussait, ou que la liste d'invités était courte. Mais au fond, je savais que ce n'était pas une question d'espace, ou de budget. C'était une question du peu de valeur qu'il m'accordait réellement.
Je me suis souvenu de toutes les fois où je l'ai couvert en grandissant. Toutes les fois où je lui ai prêté de l'argent, donné des conseils, pris sa défense, et c'est comme ça qu'il me remerciait. J'ai appelé mes parents. J'avais besoin de leur avis, c'est peu, être juste un malentendu, a dit ma mère d'une voix douce. Ce n'en est pas un, ai-je répondu. Il m'a dit sans détour que je ne faisais pas assez partie de la famille. Eh bien, a-t-elle dit après une pause. Tu sais comment est Matt. Il ne réfléchit pas aux conséquences. Saviez-vous qu'il ne m'invitait pas? Autre silence. Il a mentionné quelque chose à ce sujet. Il a dit que tu serais probablement trop occupé par ton travail de toute façon. J'ai senti la colère monter en moi. Vous n'avez pas pensé à lui parler, à prendre ma défense? On ne voulait pas s'en mêler, a ajouté mon père. C'est leur mariage. J'ai raccroché, me sentant plus seule que je ne l'avais été depuis des années. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto de Matt. Aucune excuse, aucune explication. Juste, le loyer est dû encore. Tu peux l'envoyer bientôt? Le propriétaire est sur mon dos. Quelque chose en moi a craqué. J'ai fixé ce message pendant un long moment, puis j'ai répondu. Non. Il n'a pas répondu tout de suite. Quelques heures plus tard, il a envoyé. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Tu as dit que tu m'aiderais jusqu'à ce que je sois sur pied. J'ai écrit. C'était avant que tu me dises que je ne faisais pas vraiment partie de ta famille. Il a lu mon message et n'a pas répondu. Puis, le lendemain, j'ai reçu un long pavé de textes, des accusations, des culpabilisations. Il disait que je l'abandonnais, que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, que j'essayais de gâcher le plus beau moment de sa vie. C'est là que je me suis souvenu de la voiture. Il y a 6 mois, sa vieille Civic en ruine a finalement lâché, et je l'avais laissé emprunter ma voiture de secours, une vieille Toyota que j'utilisais peu. Je n'avais jamais officiellement transféré la propriété, mais je lui avais donné les clés, et lui avais dit d'en prendre soin. Alors, j'y suis allée. Quand je me suis garée devant son appartement, j'ai vu la voiture garée sur le trottoir, un peu plus sale dans mes souvenirs, mais toujours en un seul morceau. J'ai frappé à la porte. Il a répondu, les yeux bouffis comme s'il n'avait pas dormi. Tu es venu pour parler comme un adulte, a-t-il dit, les bras croisés. Non, ai-je dit. Je suis venu pour ma voiture. Il a ricané. Elle est à moi. Tu pourras marcher. Allez mec. Fais pas ça. Tu l'as déjà fait. Alors que je passais devant lui pour attraper les clés de rechange et tous les documents que je pouvais trouver, il est juste resté là, incrédule. Quand je suis partie, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Il était debout sur le trottoir en chaussettes, sans veste, à me regarder partir. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là, parce que 3 jours plus tard, quelque chose est arrivé qui a transformé cette situation déjà désordonnée en une véritable guerre. Et tout a commencé avec un message vocal. Le message vocal est arrivé un jeudi après-midi alors que j'étais au travail. Je fixais des feuilles de calcul et j'écoutais à moitié une réunion qui ne m'intéressait pas. J'ai vu la notification apparaître sur mon téléphone. Un nouveau message de Matt. J'ai hésité à l'écouter, mais la curiosité l'a emporté. J'ai mis mes écouteurs, je me suis éloignée de mon bureau, et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix était différente. Pas en colère, paniquée. Alex, mec, j'ai tout gâché. Je sais que tu es en colère, je comprends, mais Sarah m'a mis à la porte. Elle a dit que j'étais une source de stress trop importante avant le mariage, que je devais reprendre ma vie en main ou ne pas revenir. Je suis chez maman et papa, mais ils ont dit que je ne pouvais pas rester plus d'1 semaine. Je suis vraiment dans la merde, mec. On peut se parler? Je suis juste restée là, dans le couloir de mon immeuble de bureau, à fixer le sol pendant que sa voix résonnait dans mon oreille. Donc Sarah l'avait mis à la porte. Intéressant. Le type qui pensait que je ne faisais pas assez partie de la famille pour assister à son mariage, n'avait maintenant plus nulle part où aller. Le même type qui me culpabilisait de ne pas envoyer 1 875 $ de plus ce mois-ci. Le même type qui vivait de mon argent, tout en me traitant comme une roue de secours, pas comme un frère. Cette partie de moi, l'ancien Alex, celui qui disait toujours oui, a ressenti une lueur de sympathie. Mais une autre partie de moi était plus forte maintenant. Elle s'était construite au fil des mois, silencieuse, amère et fatiguée. Cette partie disait, il a fait son lit, qu'il se couche dedans. Je ne l'ai pas rappelé. Pas tout de suite. J'avais besoin de temps pour réfléchir,
pour traiter ce que je ressentais. De la colère, certes, mais dessous, il y avait quelque chose de plus tranchant. De la trahison. J'avais passé plus d'1 an à sacrifier des petits morceaux de ma propre stabilité financière pour le maintenir à flot. J'avais continué à croire qu'il finirait par changer. Et au moment où sa vie est devenue excitante, fiançailles, préparation du mariage, je suis devenue jetable, pas même digne d'une chaise, à la cérémonie. Et maintenant, j'étais censée intervenir à nouveau. Pourtant, je ne l'ai pas bloqué. J'ai laissé cette ligne de communication ouverte, même si je ne savais pas trop pourquoi. 2 jours plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon nom écrit d'une écriture brouillonne. Je l'ai ouverte lentement, m'attendant à une sorte d'excuse. Ce que j'ai eu, c'était une lettre écrite, sur du papier, arrachée d'un carnet à spirale. Ça commençait calmement. Il disait qu'il essayait juste de survivre, et que tout était devenu accablant. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal, mais ensuite, ça a dérapé. Il a écrit que j'agissais comme un martyr, que j'essayais de le faire ramper, et que si je ne voulais pas faire partie de sa vie, alors très bien, il n'avait pas besoin de moi. C'est cette phrase qui est restée. Je n'ai pas besoin de toi. Il a signé, Matt. C'est à ce moment-là que tout a changé. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais en relisant la lettre, j'ai réalisé quelque chose. La voiture n'était pas juste une question d'argent, et les paiements de loyer n'étaient pas juste une question de soutien. C'était un schéma. Il me voyait comme la roue de secours, le fiable, le gars qui dirait toujours oui, même en étant méprisé. Il avait brûlé tous les ponts dans sa propre vie, son travail, sa petite amie, et maintenant même nos parents. Et pourtant, il pensait toujours que je lui devais quelque chose. Ce week-end-là, je suis allée chez maman et papa. Ils ne m'attendaient pas, mais je devais savoir ce qui se passait vraiment. Quand ma mère a ouvert la porte, elle avait l'air nerveuse, comme si elle savait déjà pourquoi j'étais là. Matt n'est pas là, a-t-elle dit rapidement. Je n'ai pas demandé, ai-je répondu. Mais je me suis douté qu'il a laissé cette lettre chez moi. Elle avait l'air mal à l'aise. Il nous a parlé de ça. Est-ce qu'il vous a aussi dit ce qu'il m'a dit? Que je ne faisais pas assez partie de la famille pour son mariage? Son visage s'est décomposé. Je pensais qu'il était dramatique. Non, ai-je dit, il était clair. Nous nous sommes assis dans le salon, et j'ai eu toute l'histoire. Sarah l'avait mis à la porte après une dispute sur les finances. Apparemment, elle venait de découvrir depuis combien de temps il était au chômage. Elle avait supposé qu'il travaillait à temps partiel, au moins. Quand elle a découvert que j'avais payé son loyer, et qu'il l'avait caché, elle a explosé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ne pouvait pas être honnête ou indépendant. J'ai ri quand ma mère m'a raconté ça. Ce n'était pas drôle, mais l'ironie était si forte qu'on pouvait la couper au couteau. Alors, où est-il maintenant? Ai-je demandé. Maman a hésité. Il fait du surf-canapé depuis quelques nuits chez Trevor. Une nuit chez son ancien collègue. Il a demandé s'il pouvait réemprunter la Toyota. J'ai haussé un sourcil. Sérieusement, je lui ai dit non, a-t-elle dit. C'était la tienne. Il n'a pas bien pris la nouvelle. Bien sûr qu'il ne l'a pas bien prise. Elle a essayé de faire appel à ma sympathie à nouveau. C'est toujours ton frère, Alex. Pas quand c'est pratique, ai-je dit. Pas quand il a besoin d'un trajet ou d'un renflouement. Cette nuit-là, je suis restée au lit à penser à tout ça. À qui j'étais devenue. J'étais le gars qui payait les factures, qui faisait en sorte que les choses fonctionnent, qui essayait de maintenir la paix dans une famille, qui me laissait porter plus que ma part. Mais je n'étais pas le gars qui se défendait. Matt n'a pas rappelé. Mais le silence n'a pas duré. Une semaine avant le mariage, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. T'es content maintenant? Tu as tout gâché. Et puis, moins de 24 heures plus tard, j'ai reçu un autre message vocal, cette fois de Sarah. C'est là que les choses sont devenues encore plus intéressantes. La voix de Sarah dans le message vocal était tendue, contrôlée, mais quelque chose bouillonnait juste en dessous. Du ressentiment, de l'embarras, difficile à dire. Je l'ai réécouté 2 fois juste pour être sûre de ne pas imaginer le ton. Salut, Alex, c'est Sarah. Je sais que c'est gênant, mais je pense qu'on doit parler de Matt. Je sais que tu es en colère, et honnêtement, je ne te blâme pas, mais il est vraiment en train de vriller en ce moment, et il raconte à tout le monde que tu lui as tourné le dos, que tu es en train de, je cite,
Gâcher sa vie exprès. Il y a eu une pause. Je l'ai entendu prendre une inspiration. Je pense juste qu'on devrait crever l'abcès. Je ne savais pas pour tout ce qu'il t'a dit. Je ne savais pas qu'il avait dit que tu n'étais pas invité. Ce n'est pas ce sur quoi je m'étais mise d'accord. Cette dernière phrase m'a frappée. Ce n'est pas ce sur quoi je m'étais mise d'accord. C'était la première fissure dans l'histoire que Matt m'avait servi. Pendant un moment, je suis juste restée là avec ça. Le message vocal, le chaos, les mensonges qui s'accumulaient. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas être entraînée dans une nouvelle histoire triste, ou être culpabilisée pour aider à nouveau. Mais après un certain temps, ma curiosité a pris le dessus, et je l'ai rappelée. Elle a répondu presque instantanément. Alex. Oui. J'ai écouté ton message. Il y a eu une pause gênante. Je suis désolée, a-t-elle dit rapidement. Vraiment. Je sais que les choses ont dégénéré. J'ai attendu, je n'allais pas lui faciliter la tâche. Je voulais juste que tu saches, a-t-elle continué, que je n'ai jamais dit que tu ne devais pas être invité. Je ne savais même pas que tu ne l'étais pas. Quand Matt m'a montré la liste des invités le mois dernier, ton nom n'y était pas. Et quand j'ai demandé pourquoi, il a juste dit que tu ne voudrais pas venir, que tu étais occupé, ou que tu n'aimais pas les mariages, ou quelque chose comme ça. J'ai ri, sec et amer. Oui, il m'a dit que c'était ta décision, que tu pensais que je ne correspondais pas à l'ambiance. Tu es sérieuse, a-t-elle dit. Ce n'est même pas proche de ce que j'ai dit. Honnêtement, Alex, j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu la façon dont il parlait de toi. Comme si tu étais un compte en banque, pas un frère. Ça a piqué, pas parce que c'était faux, mais parce que c'était tellement vrai. Sarah a continué, semblant de plus en plus frustrée. Il ne m'a jamais parlé du loyer non plus, pas avant il y a 2 semaines, quand je fouillais dans ses affaires, et que j'ai trouvé une alerte bancaire sur un paiement en retard. J'ai demandé ce qui était arrivé aux milliers qu'il était censé économiser. C'est là qu'il m'a dit que tu couvrais tout. Je pensais qu'il allait arranger les choses. J'ai dit doucement. Je pensais juste qu'il avait besoin de temps, moi aussi, a-t-elle dit. Mais il nous a menti à tous les deux. L'appel s'est terminé sur une note étrange et lourde. Sarah ne m'a pas demandé de le pardonner. Elle ne m'a même pas demandé de venir au mariage. Elle voulait juste que je sache que la version de l'histoire que Matt racontait, comment je l'avais abandonnée, n'était plus la seule qui existait. Les jours suivants ont été calmes. Inquiétants, même. Puis, est venue la pluie. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était un samedi. Le mariage était censé avoir lieu le week-end suivant. Je faisais des courses, je revenais d'une épicerie à la limite de la ville, quand j'ai dépassé ce petit centre commercial, avec un arrêt de bus devant. Il tombait des cordes, le tonnerre grondait au loin, et j'ai repéré une silhouette assise sur le trottoir, trempée, la tête basse. C'était Matt. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai fait 2 fois le tour du parking juste pour être sûre. Mais oui, c'était lui. La même veste, les mêmes baskets miteuses, un sac de sport à ses pieds. Il avait l'air dévasté, pâle, voûté, comme si la pluie lui tombait dessus depuis des heures. Je me suis garée, je suis restée assis dans ma voiture, à regarder à travers le pare-brise pendant que les essuie-glaces balayaient de gauche à droite. Mon cœur battait la chamade. Je ne l'avais pas vu en face à face depuis des semaines. Je ne savais même pas où il logeait. Et maintenant, le voilà, grelottant sur un trottoir, comme s'il ne lui restait plus rien au monde. Je ne suis pas sortie tout de suite. J'ai juste regardé. Il a levé les yeux une fois, sans même me voir. Puis il s'est levé lentement, a marché jusqu'au banc de l'arrêt de bus, et s'est affalé dessus. Il avait l'air vaincu, mais plus que ça, il avait l'air seul. J'ai pensé à baisser ma vitre. J'ai pensé à l'appeler, mais je me suis souvenu de toutes les fois où il avait menti, toutes les fois où il m'avait utilisé comme une béquille. J'ai pensé à la lettre « Oh, je n'ai pas besoin de toi ». C'est là que j'ai compris. Il n'était pas désolé. Il était désespéré. Il y a une différence. Je suis resté assis dans la voiture à regarder mon frère sous la pluie, et j'ai attendu. Je voulais voir s'il regarderait autour de lui, s'il essaierait même de s'aider lui-même, s'il sortirait son téléphone, ou appellerait quelqu'un, ou prendrait un bus. Mais, il est juste resté là, à laisser la pluie imbiber ses vêtements, comme s'il attendait que quelqu'un vienne le sauver.
C'est là que j'ai su que je ne serais pas ce quelqu'un. J'ai mis la voiture en marche, mais je ne suis pas rentrée chez moi parce qu'il y avait autre chose que je devais faire, quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Et c'est là que la vraie revanche a commencé. Je ne suis pas rentrée. J'ai conduit directement au palais de justice. Non, pas pour quelque chose de dramatique, juste le bureau du DMV à l'intérieur. Voyez-vous, vous vous souvenez que la Toyota était toujours à mon nom? Je n'avais pas transféré le titre. Je l'avais laissé à Matt parce que je pensais faire la bonne chose, mais légalement, elle était toujours à moi. Et après tout ce qu'il avait fait, je ne voulais pas juste la reprendre. Je voulais m'assurer qu'il ne puisse plus jouer les victimes. Donc, j'ai déposé une demande de reprise de possession officielle, et j'ai mis un frein à l'utilisation du véhicule, pour tout ce qui était lié à son nom. Pas d'assurance, pas de renouvellement d'immatriculation, rien. Je me suis occupée de toute la paperasse, j'ai payé les frais, et j'ai même prévenu la fourrière près de son ancien appartement, au cas où il essaierait de la cacher là-bas à nouveau. Mais ce n'était que le début. Je suis retournée voir tous les relevés bancaires et les reçus Venmo, 14 mois de loyer, quelques dépenses d'urgence, de l'argent pour l'essence par-ci, de l'argent pour les courses par-là. Je n'étais pas juste généreux. J'étais essentiellement sa bouée de sauvetage. Alors, je les ai compilés dans un document, j'ai étiqueté chaque virement, je l'ai imprimé, et j'ai envoyé des copies à mes parents et à Sarah. Je n'ai rien écrit de dramatique, pas de culpabilisation, juste un mot simple, au cas où vous vous seriez déjà demandé à quoi ressemble, ne pas faire assez partie de la famille. Les réponses sont arrivées vite. Sarah m'a appelé ce soir-là, la voix tremblante. Alex, je ne savais pas que c'était autant. Tu as payé tout ça? J'ai gardé les reçus, ai-je dit. Matt est très douée pour oublier les choses. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, il n'y aura pas de mariage. Je n'ai pas dit que j'étais surpris, je ne l'étais pas. Il n'arrêtait pas de me dire que les gens le laissaient toujours tomber, a-t-elle dit doucement. Il s'avère que c'était lui qui le faisait tout le temps. Les jours suivants ont été étrangement paisibles, comme si j'avais enfin expiré après avoir retenu mon souffle pendant plus d'un an. Pas d'appel de Matt, pas de texto manipulateur, juste le silence, jusqu'au coup à ma porte. J'ai ouvert pour le trouver debout là. Pas trempé cette fois. Pas en colère. Juste fatigué, épuisé. Je sais que tu ne veux pas me voir, a-t-il commencé. Mais je n'ai nulle part où aller. J'ai merdé. Je comprends, je n'ai rien dit. Je suis juste restée là à le regarder balancer son poids d'un pied sur l'autre. Je sais que j'ai dit des trucs qui t'ont blessé. J'étais un idiot. J'étais égoïste. Mais tu es mon frère, Alex. On est censé prendre soin l'un de l'autre. Je l'ai regardé, pour une fois. J'ai vraiment regardé le gars avec qui je jouais aux jeux vidéo en grandissant, qui m'empruntait mes sweats au lycée, qui souriait toujours comme si le monde le rattraperait peu importe à quelle distance il tombait. Tu as dit que je ne faisais pas assez partie de la famille, ai-je fini par dire. Maintenant, tu as besoin de moi à nouveau, et soudainement, je suis ton frère. Je ne voulais pas dire ça. Tu sais que je ne le pensais pas. Non, ai-je dit, tu le pensais parce que tu le croyais, parce que tu ne vois les gens que comme utiles ou inutiles. Ce n'est pas ça. La famille. Il a cligné des yeux, les yeux larmoyants. Alors quoi maintenant? J'ai soupiré. Maintenant, tu grandis. Et j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je n'ai pas crié. Juste une fermeture finale, silencieuse. Je ne sais pas où il est allé après ça. Une partie de moi espère toujours qu'il a compris, qu'il a trouvé un travail, qu'il s'est trouvé un logement, qu'il a appris ce que ça fait de se débrouiller tout seul. Mais j'en ai fini de le porter. Et honnêtement, c'est la plus grande paix que j'ai ressentie depuis des années. Certaines personnes pensent que couper les ponts avec sa famille est cruel, mais j'ai appris quelque chose à la dure. Faire partie de la famille ne donne pas le droit à quelqu'un de vous briser encore et d'appeler ça de l'amour. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de partir et de ne jamais regarder en arrière.